Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce de cette semaine. Aujourd'hui, on va parler du fonds d'action. Donc, le fonds d'action de la CSN, un fonds des travailleurs. Vous savez, il existe deux fonds pour les travailleurs au Québec. Il existe le fonds de solidarité FTQ et on a le fonds d'action qui est administré par la CSN, deux grands syndicats au Québec, la FTQ et la CSN. Dans un balado précédent, on a parlé en détail du fonds de solidarité FTQ. Par contre, aujourd'hui, je veux qu'on regarde les faits saillants du fonds d'action de la CSN. Alors, comme la FTQ, c'est un fonds qu'on va évaluer deux fois par année, soit le 31 mai de l'année et le 31 décembre. L'évaluation de la valeur est plutôt le 30 novembre et le 31 mai. Donc, ça va être aux alentours de Noël que la valeur va être divulguée, donc la valeur du 30 novembre, et aux alentours de la mi-juin, fin juin, pour la valeur du 31 mai. Donc, c'est pas au 31 décembre, c'est au 30 novembre. Aux alentours de la fin décembre, on va avoir l'évaluation. Et au 31 mai, c'est la ligne à ce fait-là. Et on va avoir l'évaluation aux alentours du 20 juin. Donc, étant donné que le fonds n'est pas complètement liquide, quand je dis liquide, c'est pas. Il y a des participations dans des entreprises privées. C'est impossible d'avoir la valeur de l'action à tous les jours, comme ça pourrait l'être dans le marché boursier, par exemple, où à tous les jours et même toutes les minutes, on est capable de voir la valeur marchande des actions. Comparativement au fonds de la FTQ, c'est un fonds qui a beaucoup moins d'actifs. Donc, on regarde l'actif net est à 3,77 milliards, hein, comparativement à la FTQ est aux alentours de 20 milliards d'actifs. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Vous allez voir aussi la valeur de l'action qui est maintenant à 16,15 qui est un rendement à l'actionnaire de 7 donc quand même depuis le début de l'année. Donc, on a un rendement à 7 qui est quand même relativement intéressant. Toutefois, j'en avais parlé dans le balado avec de la FTQ. Ce sont des fonds qui sont relativement audacieux, on s'entend par les secteurs, la géographie qui est investie à l'intérieur de tout ça. C'est le même principe que les fonds de la FTQ. Il y a de l'argent qui est investi ailleurs que dans ce fonds-là. Si on regarde, par exemple, le relevé des autres investissements, quand on parle de relevé des autres investissements, souvent ce n'est pas audité parce que euh, on le sait en temps direct que là-dedans, ici, voyez par exemple le rapport de tout le volet obligataire. Donc, vous pouvez voir, il y a de l'argent dans le marché monétaire. Quand on dit marché monétaire, il y a des bons du Trésor du gouvernement du Canada. On a Caisse d'économie des jardins, des dépôts à terme, la CIBC, des acceptations bancaires. On a vous voyez, ça, c'est tout le volet du marché monétaire. Ensuite, on a le volet des obligations de moins de 365 jours en résiduel. Donc, vous pouvez voir d'où proviennent donc, la province de Québec, la province de l'Ontario. On a la Banque canadienne de l'Ouest, la Banque de la Nouvelle-Écosse. Donc, vous voyez, la ville de Gatineau. Vous voyez beaucoup d'obligations dans ce portefeuille-là. Et après ça, vous avez ceux qui sont pour plus de 365 jours encore. Encore là, vous voyez, Beauceville, Montmagny, Estingus. Donc, c'est toutes des obligations. Puis là, vous pouvez voir les taux nominaux. On est à 4,35 ici, par exemple, pour la ville de Belleuil. On a probablement des vieilles obligations à des taux plus bas, comme ça, par exemple, ici, la ville de Gatineau à 2,30. On a la province de l'Ontario à 1,55. Donc, tout dépendant, évidemment, quand ces obligations-là ont été prises pour la première fois. Vous voyez les taux. On a des plus hautes à 5,57. Ça doit être d'autres types d'entreprises, donc First Capital Realty. Donc, c'est plus des obligations corporatives de société. Donc, ça va arriver que les taux sont plus élevés, évidemment.
Hydro-Québec, etc. Donc, vous pouvez voir un peu toutes les obligations qui sont à l'intérieur. Là, il y en a quand même un paquet si on descend. Il y a même des contrats à terme. Donc, vous voyez, on a un contrat à terme de la province de l'Ontario. On a des bons du Trésor du gouvernement américain à l'intérieur de ça aussi. Donc, on pourrait même descendre. Donc, vous voyez beaucoup d'obligations à l'intérieur de cette portion-là du portefeuille. Et si on regarde dans la portion relevé du coût d'investissement en capital de développement, là, vous pouvez voir, là, ça, c'est évidemment, c'est audité par Deloitte. Là, vous pouvez voir les investissements initials. Ben, Novacap, on a investi là-dedans en 2000. TFI International en 2001. Et ça, c'est les premiers investissements qui ont été faits. Il y en a peut-être d'autres qui ont été faits. Ben, pour voir un peu tous les investissements qui ont été faits depuis des années. Donc, on va aller voir en 2023-2024 pour avoir des trucs un peu plus récents. Donc, si on regarde en 2024, vous voyez, on a fait des investissements initiaux dans Bombardier, on en a fait dans Dispersa, on en a fait dans. Là, il y en a plusieurs, il y a des fonds aussi là-dedans, le fonds de développement de Fiera. Euh, donc, vous voyez, on investit quand même dans des fonds, là, mais si le fonds fit avec les valeurs de la FTQ, ça peut fonctionner. Recharge véhicule électrique Inc., on a fait un investissement là-dedans. Les aliments Marehouse Canada Limité. En 2024, on a investi dans Collabor Group. On a investi dans les douceurs de l'érable Brian Inc. Donc, vous voyez, il y a plusieurs investissements qui ont été faits là-dedans au courant des années. Donc ça, c'est dans les rapports de gestion. Hein. Tous les ans, il y a les rapports de gestion. En fait, 2 fois par année, les rapports de gestion sont là. Donc ça, c'est des données qui sont publiques que les investisseurs ont accès. Si on regarde le rendement brut par catégorie d'actifs pour le fonds d'action, on regarde l'exercice qui est terminé le 31 mai, mais on peut comparer avec le 31 mai de l'année dernière. Bien, qu'est-ce qui va aider à pondérer l'actif vers le haut actuellement? Bien, vous voyez, en fait, si on regarde le rendement brut, les titres privés, fonds partenaires ou spécialités, ben, on a nos titres, on a peut-être un 4% de rendement brut à ce niveau-là. Les titres cotés dans les investissements en capital de développement, ben, quand même un rendement brut de 21,5, quand même intéressant parce que si on compare à l'année dernière, ben, cette portion de catégorie de l'actif-là était en rendement négatif à moins 0,6. Donc ça l'aide à supporter vers la hausse tout ça. Et évidemment, dans les autres investissements, bon, on va comprendre que le marché obligataire, encore une fois, on a un rendement brut de 5,1 parce que la baisse des taux aide à ce niveau-là à voir. Il faudrait développer un petit peu plus. Mais aussi les actifs, les actions et les autres actifs, il y a un 18,2 de croissance en rendement brut là-dedans. Mais évidemment, les surperformances du marché boursier ont un impact positif, évidemment, dans la gestion de ce fonds-là. Comparativement à l'année dernière, dans les titres qu'on avait, ben, le marché boursier relevait de 7% environ, ce volet-là. Et il y a quand même tout le volet marché boursier, actions et autres titres. Il y a quand même un 24% du portefeuille qui vient de ce volet-là, un 18% qui provient des titres à revenus fixes. Donc, ça l'aide à pousser le portefeuille vers le haut. Si on regarde les secteurs d'activité, c'est quand même important de comprendre les secteurs d'activité. Il y a quand même un 20% qui est dans le volet des industries. Consommation discrétionnaire et biens de consommation de base, il y a un 22%. Donc, on est quand même pas mal à peu près au même niveau que l'année dernière. Le volet industrie a monté un petit peu. Dans l'immobilier, services aux collectivités et énergie, il y a un 18,2% du portefeuille là-dedans. On a diminué un petit peu l'année dernière, on était aux alentours de 19%. Et on a baissé quand même de presque 2-3% en technologie de l'information, communication et santé. Le portefeuille représente environ 28,8%, quand même un 10,6% qui est dans des autres catégories de secteurs d'activité. Donc, quand on regarde le rendement à long terme, donc le rendement 10 ans est à 5,1%, 5 ans 5,9%, 3 ans 1,5%, 1 an 7%. Donc, je reviens un peu dans ce que je disais dans le balado sur les fonds de solidarité. C'est des rendements qui peuvent paraître intéressants. Parfois, les gens qui investissent là-dedans croient qu'il n'y a pas de. C'est pas à niveau de risque élevé, donc c'est des rendements intéressants. Il faut comprendre que c'est à niveau de risque élevé. Qu'est-ce qui va venir diminuer le risque? C'est l'accès au crédit d'impôt de 30% là-dessus. Donc, c'est des rendements qui sont 5,1 pour un portefeuille qui, disons, audacieux sur 10 ans. C'est faible parce que 10 ans, on est après la crise de 2008. Fait qu'en théorie, on a une hausse importante du marché boursier, que ce soit nord-américain, même mondial. Là, si on prend un indice mondial, ça aurait créé un rendement plus intéressant puis pour une meilleure diversification dans un secteur géographique différent. Donc, c'est sûr que 5,1, ça peut paraître, ça peut avoir l'air intéressant sur 10 ans, mais c'est relativement faible versus ce que le marché aurait dû nous donner. Par contre, ce qui va aider
au rendement, qu'est-ce qui va bonifier, c'est l'accès à un crédit d'impôt. Donc, si j'inclus le crédit d'impôt dans le rendement, voilà, ça va devenir un petit peu plus intéressant et ça va diminuer par le fait même le facteur de risque du portefeuille. Si on prend en considération justement en ayant mis ce crédit-là, si on prend le rendement composé annuel de l'actionnaire en tenant compte du crédit d'impôt, je vais vous lire un peu le texte qu'on a écrit directement dans le rapport de gestion, là. Le rendement composé annuel à l'actionnaire soumis précédemment, ce que je viens de vous parler, ne tient pas compte des crédits d'impôt consentis aux personnes qui souscrivent à fonds d'action, ni de l'effet de réinvestissement régulier. En tenant compte des crédits d'impôt totalisant 30, 35 ou 40 parce que depuis un certain nombre de temps, on avait des crédits de 40 qui ont diminué. Maintenant, entre le fonds de solidarité et le fonds d'action, c'est égal à 30 mais il y a eu une époque qu'on avait jusqu'à 40 selon les périodes et sans considérer l'avantage qu'on peut procurer la déduction REER. Donc, on ne calcule pas évidemment l'avantage au niveau de la déduction REER. Un actionnaire ayant souscrit régulièrement par épargne systématique déduit aux 2 semaines en début de période aurait dégagé l'équivalent d'un rendement composé annuel de 10 ans à 13,3 À 13,3 10 ans, ça va finalement ressembler à certains portefeuilles audacieux qui ont généré ça au fil des années. Du côté du gouvernement fédéral, là, à l'époque du gouvernement Harper, on avait annoncé en mars 2013 la baisse de ce crédit d'impôt-là parce qu'au Canada, c'est 15 au Québec, on donne aujourd'hui un 15 également. Et selon le fonds, à l'époque, justement, au niveau du fonds de la CSN, on donnait un petit peu plus. Mais si on isole le côté du gouvernement fédéral, ben, en 2013, le gouvernement Harper avait annoncé qu'il allait couper ce crédit de solidarité-là. La façon qu'on coupait, c'est qu'en 2014, il restait à 15 en 2015, il tombait à 10, 2016 à 5 et en 2017, ce crédit d'impôt-là n'existait plus. Le gouvernement du Québec n'avait pas nécessairement encore mentionné s'il allait suivre à ce niveau-là, parce que je veux pas, ça contribue à développement économique du Québec. Donc, le gouvernement du Québec n'était pas tant fort à l'idée de retirer tout ça. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé en 2015? C'est qu'il y a eu l'élection de Justin Trudeau. Et en janvier 2016, ben, on a complètement ramené. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2014, c'était 15 En 2015, c'est tombé à 10 donc ça a été respecté. Et en 2016, qui était supposé être à 5 ben, le gouvernement Trudeau a ramené ça à 15 Et en 2017, ben, ça a resté 15 Et ce que Trudeau a dit, c'est que le Fonds des travailleurs joue un rôle notamment important, un rôle essentiel dans le démarrage des PME. C'est de l'argent qui sert à créer des emplois ici au Québec et ainsi ailleurs au Canada. Et la statistique à cette époque-là, ça va falloir presque 10 ans de ça, c'est que le revenu moyen au Québec à ce moment-là était de 39 251 $, mais le salaire moyen versé par une entreprise partenaire du fonds était plus élevé. Donc, il y avait une augmentation. C'est pour ça que le gouvernement avait décidé de continuer à investir. Puis là, on dit vraiment investissement parce que ça coûte des sous. Là. Si on regarde qu'est-ce que ça coûte au gouvernement fédéral, ça coûte 175 millions de dollars en 2021, ça coûtait 175 millions de dollars par année. Et au Québec, ça coûtait 214 millions de dollars. Donc, c'est quand même des sommes colossales du gouvernement. Pourquoi? Ben, c'est pour investir dans l'économie du Québec. Donc, ça fait stimuler l'économie, ça fait stimuler les entreprises, ça amène l'innovation. Et si vous voyez un peu l'écart entre les deux, pour ceux qui nous écoutent 100% audio, on peut voir qu'en 2014, le crédit fédéral provincial, pardon, était de 15 le fédéral a toujours été 15, fait 15-15. En 2014, pour la FTQ, le provincial donnait 15, mais il donnait 25 pour CSN. Pourquoi? Parce qu'il y avait un écart important entre les deux actifs des deux fonds. Donc, ça permettait à venir grimper l'actif sous gestion du fonds d'action de la CSN pendant un certain temps pour avoir une latitude dans des investissements. Et là, après ça, ben, vous voyez, en 2016, on l'a amené à 20, mais 20, on l'a gardé 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Et en 2021, on est tombé à 15-15 pour être égal au fonds de solidarité de la FTQ. Ça faisait le tour pour le fonds d'action de la CSN. Pour ceux qui, s'il y a des technicalités du fonds de travailleurs que vous ne connaissez pas, ben, regardez le balado sur les fonds de solidarité FTQ qu'on a fait un petit peu plus tôt cette année. Donc, il est disponible sur la plateforme Apple Podcast, Spotify et également sur YouTube pour ceux qui veulent le voir en visuel. C'est intéressant de le voir en visuel parce que je partage également du matériel. Donc, pour ceux qui sont plus visuels, vous pouvez voir le balado sur YouTube. Là-dessus, ben, merci d'avoir assisté à ce balado. Si vous aimez
Abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la chaîne Spotify ou Apple Podcasts selon ce que vous préférez. Et moi, je vous dis à un prochain balado.